Bonjour, je suis revenu dans le secteur du Bois des Corps pour terminer la présentation des grandes lignes de défense de tout ce secteur. Nous avions vu donc la grande ligne de défense Grande Garde numéro 1, suivie de la Grande Garde numéro 2, et maintenant nous allons voir la Grande Garde numéro 3. Si la Grande Garde numéro 2 se termine dans le secteur que je vous montre actuellement, la Grande Garde numéro 3 commence également ici. Voit ce parcours en lisière de ce chemin, continue en lisière face à un glacis que nous verrons tout à l'heure, traverse l'axe Vachereauville-Flaba pour se terminer au bois dit Le Carré. Ici, nous sommes donc à proximité du bois Juré, ligne allemande, coupée par un chemin qui était souvent emprunté par les Allemands d'ailleurs, un peu plus en amont. Et ici, vous avez le bois Juré, qui fait partie également de la ligne de défense allemande. Voyons maintenant par où arrivaient les chasseurs des 56e et 59e BCP lorsqu'ils assuraient la relève sur GG3. Il y avait plusieurs boyaux qui arrivaient du secteur du Bourbier. Je vous rappelle ce secteur, le Bourbier, où le rue de la Vaudordelle, disons, ruisselle. Alors ici, donc, nous avons un boyau qui émane justement de ce bourbier. Ils empruntaient donc ce cheminement, je rappelle, donc un des boyaux, bien sûr, parce qu'il y en avait plusieurs. Voilà, on voit bien là le cheminement donc, du boyau en question. Qui se poursuit. Jusqu'à l'arrivée dans une tranchée. Nous voici à la fin du boyau qui va couper un vestige de tranchée à proximité du chemin que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà, qui va longer ce chemin et qui va continuer jusqu'à l'axe Flaba-Vachereauville. Alors ici, dans ce secteur, à l'aube du 21 février 1916, c'était la 7e compagnie du capitaine Seguin qui était en ligne. Donc, 7e compagnie du 59e BCP. Poursuivons cette ligne de défense. Alors, arrivons au glacis que je vais vous montrer. Le glacis, le voilà. Il coupe les lignes françaises, donc GG3, qui continuent le long de la lisière ici, du bois sous la fausse terre. Et le bois Juré, ici, tenu par les Allemands, à proximité, disons, à peine, franchement, 100 mètres d'écart entre ces deux lignes de combat. Dans le fond, tout au bout, au fond de l'écran, vous avez un bois. Ce bois n'existait pas en 1916, ni pendant d'ailleurs la Grande Guerre. Voyons sur une carte où nous sommes. Alors, nous sommes ici, au début du glacis. Nous venons donc de prendre en compte la compagnie Seguin. Voilà, nous sommes ici. Le glacis. Le bois qui n'existe pas est par ici. Alors nous allons progresser le long de la lisière du glacis
rentrer un peu en lisière militaire pour voir quelques éléments de tranchée. Nous couperons l'axe et nous nous porterons toujours en lisière jusqu'à l'abri du sergent léger et de son poste de combat. À ce niveau-là. Voilà la progression que nous allons maintenant effectuer. Alors voici un élément de tranchée en lisière, donc du bois sous la fausse terre, voilà, qui est encore en parfaite visibilité. Le glacis que l'on voit à travers les arbres et en face, le bois juré aux mains des Allemands. Alors le 56e bataillon de chasseurs avait repris en septembre 1914 toute cette zone aux Allemands au prix de lourdes pertes. C'est vous dire qu'ils connaissent bien les lieux. Alors je viens de quitter le bois dit sous la fausse terre, dont je vous remontre ici sa configuration. Voilà, donc dans le fond là-bas, au débouché du glacis, j'ai suivi donc cette lisière. Je suis arrivé sur l'axe qui coupe le bois dit sous la fausse terre, avec à nouveau le bois décor, au lieu dit le bois carré que nous voyons ici en fond d'écran. Et cette ligne GG3 se poursuit un tout petit peu après l'arbre à la corne de ce bois. L'arbre en boule, comme on dit. Alors, je vous rappelle que celui-ci, donc, n'existe pas à l'époque. Et ensuite, vous avez le bois d'Aumont, qui était tenu, lui, par le 165e régiment d'infanterie, auquel il faut rendre également hommage. En face, donc, le bois juré, ici, à droite de l'axe, et maintenant, le bois miroir, d'où partiront certaines vagues d'assaut. Alors, en lisière du bois carré, nous avons donc la tranchée GG3 qui continue, face au bois miroir que vous avez devant vous, là-bas, au fond de l'écran, et qui continue pratiquement encore visible, pratiquement visible, jusqu'au poste de combat du sergent Léger, où nous nous rendons maintenant. Je suis maintenant à l'abri du sergent Léger, infrastructure bétonnée, toujours en lisière du bois carré, et voici le poste de combat, infrastructure bétonnée, qui fait face donc au loin devant le bois miroir que voici. Sous les ordres du capitaine Seguin, commandant la 7e compagnie, le sergent Léger était chef de section mitrailleuse. Il avait 2 mitrailleuses à son actif, une tenue par son adjoint, le sergent Legrand, un peu plus haut sur notre gauche, à l'extrême limite donc de GG3, mais il n'y a plus aucun vestige. Les seuls vestiges qui nous restent, c'est celui-ci, l'abri et le poste de combat du sergent Léger. Alors maintenant, je vais vous narrer l'assaut allemand sur ce secteur. Le 21 février 1916, à l'aube, dès 7h15, l'artillerie allemande se déchaîne. L'artillerie allemande tient ce bois dans le fond de l'écran là-bas. Les bouches à feu crachent des flammes. Les obus s'écrasent dans tout le secteur.
80 000 obus tomberont sur le bois des corps. À ce moment-là, les gens qui sont dans les postes de combat reçoivent l'ordre du sergent léger de réintégrer les abris et d'amener avec eux, bien sûr, les mitrailleuses pour qu'elles ne soient pas détruites durant les bombardements. Sage précaution. Le bombardement se termine vers 16h, 16h30. Le sergent léger donne l'ordre de réoccuper les postes de combat avec toutes les armes disponibles et tous les chasseurs en état de combattre. Il est bien évident que sous un tel feu d'enfer, les 1200 chasseurs désormais en ligne, il n'y en restera plus que 400 au cours du début de la nuit. Alors, le sergent léger regagne son poste de combat, fait installer la mitrailleuse et attend les premières vagues d'assaut. Les premières vagues d'assaut vont déboucher du bois miroir que vous avez juste en face de vous. La première vague arrive. Les Allemands ont l'air sereins. Pour eux, après un tel bombardement, il n'y a plus le souffle d'une vie. Alors, les Allemands qui sont dans ce secteur, ce sont les chasseurs du 87e régiment d'infanterie, de la 21e division du 18e corps d'armée. Le 87e régiment d'infanterie donc, a reçu pour ordre d'envahir le bois des corps et une partie du bois le Chauli, d'où une partie de GG2. Ils avancent, c'est la première vague. Ils sont munis de grappins et de fanions blancs, tout simplement pour grimper aux arbres, d'installer les fanions pour signaler les îlots de résistance qui ne sont pas vraiment détruits, afin que l'artillerie puisse continuer au moment venu à retirer. Alors le sergent léger donc laisse approcher ces hommes-là, et lorsqu'ils arrivent à 30-50 mètres, il ordonne un feu nourri. C'est l'hécatombe chez les Allemands. Les survivants repartent vers le bois miroir. La deuxième vague arrive, plus guerrière, plus nombreuse. Et là, le sergent léger commence à douter. D'ailleurs, il se prépare à rendre l'âme. Identique pour le sergent Legrand, qui lui ne lui reste plus déjà que 4 à 5 hommes. Le sergent léger perd beaucoup d'hommes dans son secteur. Mais il arrive encore à enrayer cet assaut. Puis arrive la dernière vague, la plus terrible, celle qui est munie de lance-flammes. Alors là, il utilise donc les dernières cartouches de mitrailleuse, les dernières cartouches de Lebel qui lui restent encore. Il a un îlot de 40 grenades qu'il va balancer sans coup férir sur l'ennemi assaillant. Et puis, ce sera le combat corps à corps. Et là, donc, mortellement blessé, le sergent léger tombe. Il sera cité par le capitaine commandant la vague d'assaut. Et certains médias allemands parleront de cet acte de courage et d'héroïsme. Quant à lui, le sergent Legrand a rendu l'âme. Dans son escouade, il y a un certain caporal Hutin. Le caporal Hutin, donc, est atteint de 12 balles. Il sera évacué vers 20h par les Allemands sur Flabas et soigné avant de rejoindre un hôpital militaire allemand, bien sûr. Là, il est fait prisonnier. Il s'évadera. Puis, ce caporal Hutin, donc fervent patriote,
lors de la Seconde Guerre mondiale, intégrera la résistance. Il sera arrêté par la Gestapo et déporté en Allemagne dans un camp de concentration où il subira des représailles atroces, ceci étant dû à son comportement belliqueux et rebelle. Son frère, Jules Hutin, donc lui aussi est dans le 59e BCP. Il fait partie de la même compagnie, mais d'une autre section. Lui aussi sera arrêté par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, mais il réussira à s'en sortir. Et on lui doit la création du grand quotidien Ouest France. Alors, ces grandes lignes de défense ont toutes des lignes de soutien. Alors, ces lignes de soutien sont donc visibles vers l'arrière de ce dispositif, mais il y a tellement de trous d'obus qu'on ne peut pas vraiment dire si ce sont des lignes de soutien ou pas. Voilà. Alors, après avoir vu GG1, GG2 et GG3, je termine cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Nous nous retrouverons pour les lignes une prochaine fois. Au revoir, chers amis.